Bonjour, bonjour à toutes et tous. On est à la place pour la 5e édition de la L2P Convention. Merci beaucoup à la place pour l'accueil. Je ne suis pas en photo, vous l'avez vu, je suis Vincent. Je travaille au Théâtre Loire-Agon à Tremblay en France. Et on travaille ensemble avec la place pour vous présenter ce talk qui s'appelle Each One Teach One. Et à l'origine, il y a Sandrine Lescourant, que vous connaissez peut-être sûrement. Elle est artiste associée au Théâtre Loire-Agon à Tremblay. En 2023, on a eu à cœur d'inventer un cycle d'événements hip-hop en lien avec le département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de son plan hip-hop. Un cycle qui s'appelle Each One Teach One. Il consiste donc à donner la parole aux actrices et acteurs hip-hop, avec toujours cette attention à se fonder sur les bases, les valeurs du mouvement hip-hop. C'est donc le 4e rendez-vous Each One Teach One, un événement pensé par Sandrine Lescourant et la compagnie Kilaï avec le Théâtre Loire-Agon. Juste pour vous dire, le Théâtre Loire-Agon, c'est une scène conventionnée d'intérêt national, art et création, danse à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Un projet qui place au cœur les artistes associés et le temps long nécessaire à la rencontre avec les habitants, les territoires. Temps long qui permet donc de faire la place aux artistes et donc à la création, à la diffusion et à l'action sur le territoire. Un projet qui s'invente avec les artistes accueillis. Et c'est comme ça qu'on a inventé donc Each One Teach One. Je vais appeler les intervenants de cet après-midi. Donc Sandrine, Philippa, Daphné, Mathilde, Jidawi, vous pouvez nous rejoindre. Merci de les accueillir. Alors pour commencer, on va vous donner 1 minute au départ, vous, et puis vous aussi. 1 minute avec votre voisin, voisine, à essayer de donner une définition, de vous raconter chacune ce que c'est que Each One Teach One pour vous. C'est parti. Vous avez tous un voisin, une voisine, je crois. C'est vous aussi. Chrono. Ok, on arrive au bout de la minute, les amis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent donner leur définition? Je vous apporte le micro, si vous levez la main. Ah, ok, d'accord. Je croyais que vous vouliez tout de suite donner la définition. Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Juste dire quelques mots ou juste dire... Ouais. Bonjour. Each One Teach One, si je comprends l'anglais, ce serait en gros chacun enseigne à chacun, à l'autre. Donc avec ma voisine et voisins, on pensait que c'était plus un partage d'expériences, de connaissances mutuelles qui peut aller dans les deux sens. Voilà, dans les grandes lignes. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Non? Ok. Merci beaucoup. Sandrine, est-ce que tu veux nous raconter Each One Teach One? 1, 2. Bonsoir, bonjour, je sais plus. Il fait nuit. Est-ce qu'on peut avoir un peu moins de lumière sur nous pour qu'on puisse voir les visages en face? Un tout petit peu. J'ai trop envie de vous voir. L'impression d'être des chauves-souris. Eh ben, oui, Each One Teach One, je vais la faire comme ça. Ouais, je peux m'approcher, ça va. Ouais, voilà. Merci pour la réponse, parce que tu as un peu tout dit. En fait, j'avais à cœur cette expression-là, parce que je trouve que c'est ce qui résonne le plus dans la culture hip-hop, parce que l'autodidaxie, parce que du coup aussi culture de la débrouillardise, où on s'apprend les uns les autres, que souvent aussi dans les postures, par exemple, entre enseignants et enseignés, en fait, tu te rends compte qu'on s'apprend vraiment les uns les autres, même si on n'a pas toujours l'habitude d'en parler dans ce sens-là. Et donc, c'est un concept, quand je suis allée chercher un peu l'étymologie, qui remonte à l'esclavage, où en fait, les communautés se soutenaient déjà de base. Donc, du coup, tu dis, ah oui, ok, et c'est pas... Donc, du coup, c'est pas anodin que le hip-hop s'en soit emparé aussi, puisque c'est vraiment soulever des communautés qui sont opprimées. Voilà, pour Each One Teach One. Ça va? Ouais? Bon, on y va? On y va, oui. Yes. On commence par continuer cette petite interaction entre nous. Yes. Sandrine, tu nous expliques. Le principe est simple. On va vous annoncer toutes celles et ceux qui, quelque chose. Et en fonction, si vous vous sentez concerné, vous levez. Sandrine, tu commences? Ouais. Alors,
Bah, vous avez vu, en fait, c'est vous qui allez faire le taf. Hein. Du coup, croyez pas que vous êtes venus là pour vous tourner les pouces. Non, je plaisante, mais en vrai, on avait envie que ce soit interactif. Donc aussi vous dire qu'à tout moment aujourd'hui, si vous avez une question qui vous brûle, n'attendez pas qu'elle parte à la fin en mode « Ah ouais, c'est le moment des questions. » Mais allez-y, foncez quoi. Genre, même si vous devez vous lever, faites-le. Et comme ça, on peut vraiment échanger. Alors, on va démarrer, nous, avec tous ceux qui. Donc on va lancer un tous ceux qui se sentent concernés, on se lève. Ça va pour tout le monde ? Ok. Tous ceux qui... tous ceux qui ont chaud en ce moment même. Ok, on va allumer la clim. Ok, nice. Qui a une idée ? Tous ceux qui connaissent leur part de folie. Ah. Ouh là là, ils sont nombreux. On s'en va. Bien, c'est rassurant. Mathilde ? Toutes celles et ceux qui ont hésité plusieurs fois avant de cliquer sur prendre ma place pour cette conférence. Oh, merci pour l'honnêteté, ils sont 3. On aime. Daphné ? Tous ceux et celles qui dorment avec un doudou. Oh. Non, pas vivant. Un vrai, enfin, un faux. Genre tissu, quoi. Moi, c'est ma femme, le doudou, donc... C'est ça, c'est aussi ce à quoi elle pensait, je pense. Ok. Ah oui, il y en a pas mal qui ont des doudous, moi je suis choquée. C'est abusé. C'est l'inverse qui choque. Ah oui, mais là on parlait des doudous, un nounours. Un vrai, Tout le monde vrai avait doudou. compris. Ah oui, ils ont des vrais nounours. C'est pas le sujet, mais ça peut en être, en tout cas, aujourd'hui. Ok, toutes celles et ceux qui pensent que Messi est plus fort que CR7. Levez-vous tout de suite. Ah oui. J'ai pas d'avis sur la question. Ils sont 2. Ça y est, je vais partir. Tous ceux et celles qui savaient que 25% à peu près de notre énergie totale du corps, elle est absorbée par le cerveau. Aïe. Yes. Mathilde. Toutes celles et ceux qui ont hésité plus de 3 fois sur leur tenue vestimentaire ce matin. J'en ai une. Vas-y, dis oui. Ben, toutes celles et ceux qui sont danseurs. C'est vrai que je l'ai fait. Je l'ai zappé de me mettre. On sait à qui on a affaire. Très bien. Toutes celles et ceux qui se sentent faire partie d'une communauté. Pas eu d'hésitation. Ouais, c'est clair. Toutes celles et ceux qui, au sein de cette communauté, ont aussi vécu des grands moments de solitude. Yes. Toutes celles et ceux qui, à un moment de leur vie, ont été inquiets pour leur santé physique, psychologique. Ah oui. On va bien parler aujourd'hui. Ouais. Un dernier, Philippa. Toutes celles et ceux qui ont déjà souffert d'un trouble psychique. Moi, C'est fort. peut-être ça nous amène sur notre premier plateau. Et peut-être on peut juste se poser la question de ce que c'est. Et Sandrine, Philippa, peut-être vous pouvez commencer ce talk Each One Teach One ensemble, si ça vous va. Je vous laisse rejoindre ici. Puis vous avez vu ce que Sandrine vous disait. Si vous avez des choses, vous pouvez intervenir. Philippa. L'idée, c'est que tu me présentes. Donc Oui, ça. c'est ça. Okay. On va commencer par là quand même. Philippa, c'est une femme incroyable, en qui on peut croire. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée dans les moments les plus difficiles.
C'est quelqu'un, en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai plongé mes yeux dans ses yeux, ça fait très romantique, mais j'ai su que j'allais pouvoir donner confiance. C'est assez précieux. Philippa, elle est maman, elle fait de la boxe, je dirais pas comme ça, mais la fraîcheur, l'élégance. Et Philippa, c'est quelqu'un qui m'a appris qu'on pouvait bâtir à partir de nos épreuves et de nos expériences. Voilà. Elle est père aidante. Tu nous expliqueras ce que c'est. Ouais. Et elle est aussi spécialisée du coup dans la santé mentale. Et je te laisserai en parler mieux que moi sur chaque précision de ton activité. Oui, peut-être expliquer un petit peu. Donc moi, ce que je fais, mon métier au quotidien, c'est de faire de la formation et de la sensibilisation sur les enjeux de santé mentale. Je le fais beaucoup dans le secteur professionnel, dans les entreprises. Comment j'allais dire, préserver la santé mentale des salariés dans les organisations professionnelles, comment accompagner le maintien dans l'emploi aussi de personnes qui sont touchées par des difficultés psychiques à un moment donné dans leur carrière. Je fais ça dans les entreprises. Je fais aussi de la formation dans le secteur du soin et dans le secteur de l'accompagnement en psychiatrie pour essayer de faire évoluer les modes d'accompagnement et de soins en psychiatrie vers plus d'humanité, de dignité, pas seulement prendre en compte uniquement des diagnostics et des traitements, mais aussi essayer d'accompagner les gens dans leur reconstruction personnelle, dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Et je fais du coaching aussi. À un moment donné, j'ai voulu accompagner les gens de manière individuelle et donc je me suis formée au coaching. Et dans le cadre de mon activité de coach, j'ai à la fois des personnes qui ont connu des troubles de santé mentale ou bien des burn-out. Et puis, la vie m'a envoyé aussi, et je suis très reconnaissante de ça, une tribu de danseurs et de danseuses hip-hop. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi votre monde, qui n'est pas tout à fait le mien au départ. Et donc, Sandrine l'a dit, moi, je suis également père aidante. Et ça veut dire que toute mon activité professionnelle, le levier qui a servi de construction à cette activité, c'est que j'ai été moi-même concernée très jeune dans mon parcours à l'âge de 20 ans par un trouble psychiatrique qui a vraiment pris une tournure sévère, qui m'a amenée à des hospitalisations sans consentement, à me confronter aux aspects les plus durs du soin. Et donc ça a provoqué de nombreuses ruptures dans mon parcours de vie. Mais malgré tout, voilà, je me suis aussi construite. Voilà, j'ai fait mes études, j'ai bossé, je suis devenue maman. Aujourd'hui, j'ai un métier qui me passionne, j'écris. Et donc je sais à quel point on peut être fragilisé de manière aiguë. Et en même temps, à quel point c'est pas du tout antinomique avec le fait de construire sa vie et d'être un individu tout à fait, j'allais dire, valable, respectable et digne. Voilà. Yes, Philippa. Donc, moi, je vais vous parler de là, en tout cas. Alors, ouais, j'avais très envie de t'avoir avec nous pour parler de santé mentale. Moi, du coup, je me suis aussi formée au coaching suite à ma rencontre avec Philippa, mais je pratique pas et je suis vraiment très reconnaissante que tu sois là. J'avais envie de poser un peu, voilà, créer un espace de discussion, parce que quand on se blesse, quand on est danseur, ça se voit, on a peut-être une béquille, un truc, on peut en parler facilement, mais quand on blesse l'intérieur, quand on est fragile mentalement, c'est des souffrances invisibles pour certains. Et du coup, moi, j'ai pu aussi repérer autour de moi beaucoup de personnes qui semblaient être en grande souffrance et être démunies par moments face à ça. Et donc, quand on parle de santé mentale, c'est un grand champ. Peut-être, Philippa, si tu veux bien nous dire de quoi on parle. Ouais, essayer de faire une synthèse. Alors déjà, une des meilleures définitions de la santé mentale que moi j'ai entendue, elle vient de Booba. Je crois que c'est dans Ultra, il y a un morceau dans lequel il dit on est plusieurs dans ma tête, mais on joue tous le même jeu. Et je trouve que c'est une très bonne définition de la santé mentale. Et j'aurais commencé par là, parce que c'est une manière de dire la santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on est un être
aligné, avec un seul aspect, qui marche droit, qui sait où il va. Ça exclut pas le fait qu'on ait plein d'aspects de nous-mêmes, plein d'aspérités, de choses qui puissent se contredire. Non, ça s'appelle être un être humain et je crois que c'est notre cas à tous. Mais ce qui fait la santé mentale, c'est qu'il y ait quelqu'un aux manettes de tous ces aspects de nous-mêmes et qui soit capable de les tenir ensemble. Donc on est plusieurs dans ma tête, mais on joue tous le même jeu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes des différents aspects de notre personnalité. Mais on va peut-être aller dans quelque chose d'un peu plus officiel. L'Organisation mondiale de la santé a aussi travaillé sur la définition de la santé mentale. Elle nous dit d'ailleurs il n'y a pas de santé sans santé mentale, hein, c'est ce que tu viens de dire. Donc ça veut dire que déjà la santé mentale, avant je me souviens quand je faisais des interventions en entreprise, on me disait vous ne pouvez pas mettre santé mentale dans le titre. Parce que les gens, quand ils entendaient santé mentale, ils entendaient maladie mentale, direct. Or, dans santé mentale, il y a santé. Donc ça veut dire qu'il y a un pôle positif de la santé mentale, que la santé mentale, c'est un capital, au même titre que la santé physique, qui est précieux. On doit connaître, on doit savoir sur quoi ça repose pour pouvoir l'enrichir et la préserver. Et donc déjà, il y a un pôle positif de la santé mentale. Et si on essayait de dire sur quoi ça repose, moi je dirais que c'est sur la capacité qu'on a à préserver et à mobiliser ces ressources, et à la fois des ressources intérieures et extérieures. Je vais m'expliquer. Toutes les personnes qui sont là dans cette salle ont des ressources, c'est-à-dire des éléments qui les caractérisent, qui leur sont propres, et ça peut être l'optimisme, l'énergie, la détermination, le courage, la créativité, plein de choses. On n'a pas tous les mêmes à un même degré, mais à partir du moment où ces choses-là en nous, on les reconnaît, elles sont vivantes, on peut les mettre en action, ça nous permet d'être qui on a envie d'être. Ça nous permet d'être en relation avec les autres comme on a envie d'être en relation avec les autres. Ça nous permet d'être le professionnel qu'on a envie d'être et ça nous permet même de contribuer au monde dans lequel on vit comme on a envie d'y contribuer. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ce qui constitue une bonne santé mentale, c'est tous ces paramètres-là. Donc la santé mentale, c'est bien plus que l'absence de maladie mentale. C'est aussi tout ce potentiel qui est activé. Et il y a les ressources intérieures et il y a les ressources extérieures, c'est-à-dire les lieux dans lesquels on est bien, les gens avec qui on est bien, les activités dans lesquelles on est bien. Et à partir du moment où un individu est au contact de ses ressources intérieures et extérieures, qu'il y a accès, c'est ça qui permet de se maintenir dans un état de bien-être psychologique. Bon, je pense que ce n'est pas un scoop. La réalité, c'est qu'on n'est pas toujours au top de la mobilisation de ces ressources intérieures et extérieures. Ça fluctue la santé mentale et c'est normal que ça fluctue. C'est pas parce que ça fluctue qu'on est malade, la vie ça cogne. Il y a des périodes de confusion, de fatigue, il y a des deuils, il y a des ruptures. C'est sans arrêt confronté à notre environnement, notre santé mentale. Et donc ces fluctuations, elles sont normales. L'enjeu, c'est si ça va vers donc ce deuxième pôle de la santé mentale qui pourrait être considéré comme un pôle plus négatif, entre guillemets, si tout d'un coup ces fluctuations, elles se dirigent vers ce pôle, l'enjeu, c'est de pouvoir s'en rendre compte, donc de connaître les signaux qui montrent qu'on est dans une zone de fragilité, pour pouvoir tout de suite aller chercher les ressources intérieures, extérieures, les remobiliser, trouver de l'aide. Et puis, il y a des moments où on n'y arrive pas. Et c'est là où on pourrait parler de ce pôle plus négatif de la santé mentale, qui sont tous les degrés auquel notre santé mentale peut être fragilisée. Il y a un premier degré qu'on appelle la détresse psychologique. Je pense qu'on ne peut pas traverser une vie sans période de détresse psychologique, ça n'existe pas. Là encore, on ne considère pas que c'est quelque chose au sens médical du terme, mais ça va être une période, souvent on peut identifier le facteur extérieur qui a provoqué ça, où on va se sentir peut-être plus fragile, plus sensible, où on va avoir plus de difficultés à faire ce qu'on a à faire normalement, où on peut avoir des difficultés de sommeil. Il y a des gens dans des phases de détresse psychologique qui vont faire appel à un professionnel ou s'appuyer sur leurs proches. Voilà, c'est comme un premier degré. Après, il y a ce qu'on appelle le trouble psychique au sens médical du terme. Et c'est toujours intéressant de se demander à quel moment la souffrance, qui est quelque chose qu'on connaît tous, peut devenir une maladie. En fait, je voudrais vous donner un chiffre. Il y a 1 personne sur 4 qui, à un moment donné dans sa vie, peut souffrir d'un trouble psychique au sens médical du terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit nous-mêmes, soit des gens qu'on aime, on est tous concernés.
personne dans notre société n'est pas concernée par le trouble psychique au sens médical du terme. Donc ça, c'est un autre degré. Il faudrait plus de temps qu'on en a aujourd'hui pour rentrer dans le détail de ce que c'est, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus répandu qu'on le pense. Et puis, après, il y a aussi tout ce qui concerne l'épuisement professionnel, le burn-out, l'épuisement, le stress chronique, qui sont vraiment des enjeux de santé mentale aussi et qui sont les formes de fragilité auxquelles on peut être confronté. C'est là que j'interviens. Tout à l'heure, on a parlé de ça, de l'épuisement professionnel, et j'ai revu directement un moment très intense pour moi, où j'étais en rendez-vous professionnel au Théâtre Louis Aragon, qui nous accompagne ce soir d'ailleurs. Et pendant peut-être 10 minutes, la personne me donne plein d'informations. Enfin, on est au milieu d'une discussion. Et au bout de 10 minutes, je n'ai absolument rien écouté. Je n'ai pas réussi à me concentrer pendant ces 10 minutes. Et j'éclate en sanglots parce qu'en fait, ma tête ne s'arrête absolument pas. Et je ne suis incapable de me concentrer sur ce qu'on est en train de me dire. Alors quand je regarde en arrière, je me dis peut-être qu'il y a eu des signes avant-gardistes, peut-être que... En effet, je pense que j'étais il y a eu plein de signes sur le chemin, mais ce que je décris là, c'est un pic où du coup, en éclatant en sanglots devant quelqu'un du milieu professionnel, on me répond, écoute, peut-être que ce qui se passe là pour toi, ça s'accompagne. Et du coup, je bug, quoi. J'ai toujours eu l'habitude d'être là, en mode let's go, Mufasa. Ah. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis fragile. Et puis, vu qu'il y a toujours eu le let's go, Mufasa, je sais pas demander de l'aide, en fait. Je sais pas faire. Et du coup, je regarde en arrière et je vois qu'au final, ça fait déjà bien 1 an que ça dure, ce genre de situation, d'épuisement, de confusion. C'était assez violent. Et en fait, j'atteins un peu un pic où je perds complètement la capacité de réflexion. Je n'arrive plus à réfléchir. Voire mes pensées ne sont même plus mes pensées. Donc je commence à flipper de moi et à me dire que c'est peut-être le début, je vais finir en hôpital psychiatrique, et donc tout le cliché qu'on a aussi de finir comme si c'était une fin absolue. Et en fait, pendant tout ce trajet-là, je me débat, je cherche, je commence à en parler timidement d'une manière ou d'une autre autour de moi dans le milieu de la danse. Il faut savoir qu'en même temps, c'est les battles, en même temps, c'est la scène, en même temps, c'est les workshops, en même temps, c'est les ateliers avec des personnes qui sont aussi en fragilité. En même temps, il y a tout ça. Il y a aussi une fragilité sur le plan personnel, où je suis en recherche du coup d'identité, etc. Et en fait, je me rends compte que dans tout ce trajet, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, et je vois que je descends aux enfers. Un jour, donc, dans ma détresse psychologique, donc le premier cadre qu'on décrivait tout à l'heure, on me conseille donc d'appeler Philippa. Et quand je l'appelle, je suis vraiment en PLS, en crise à fond, parce que je commence à vraiment flipper de moi, parce que je gère plus mes pensées du tout. Et donc, elle a eu un réflexe très drôle, c'est qu'elle a minimisé complètement ce que j'étais en train de vivre, en me disant... elle a dit quelque chose du genre, je lui ai dit, ouais, je sais pas, c'est comme s'il y avait eu un clash avec moi-même. J'étais en train de parler comme ça. Comme s'il y avait un clash avec moi-même. Et elle m'a dit, oh, un clash avec moi-même, c'est trop mignon. Et du coup, j'ai fait, what? Et en fait, on a commencé à parler comme ça. Et en fait, très vite, elle m'a vouvoyé, parce ce qu'on disait tout à l'heure, on se vouvoyait. Vous n'êtes pas en train de devenir folle, vous êtes juste dans un épuisement vraiment tellement grand que vous vous rendez pas compte. Et donc je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte que c'était ça, et surtout que ça pouvait aller jusque là. C'est ça qui me donne envie aujourd'hui de revenir plus forte auprès de la communauté et d'en parler, parce qu'en fait on peut détecter des personnes autour de nous, on peut repérer les premiers signes et s'en prémunir. Et voilà, ça c'est vraiment juste, je partage mon témoignage pendant 1h30. L'idée c'est qu'on témoigne, mais c'est surtout qu'on parle des ressources.
et qu'on parle des petits trésors cachés derrière ces épreuves-là, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, Philippa, est-ce que tu te souviens de ce moment où Sandrine t'appelle et est-ce que tu peux nous raconter aussi l'instant qui fait que tu croises la danse avant qu'on accueille Daphné pour le prochain plateau? L'instant où je croise la danse, je croise la danse avec Sandrine. Avec moi. Sandrine, avec les rencontres que tu fais. Oui, parce que du coup après, Sandrine m'a envoyé par chance vraiment d'autres personnes, mais effectivement, je me souviens très bien de ce moment au téléphone où elle me disait, je suis en train de devenir folle, ça va pas du tout, tu pleurais beaucoup, hein. Et moi, je me souviens très bien avoir posé des questions, parce que ça arrive aussi de devenir fou, et ça peut être très momentané. Il y a des moments où on délire, on entend des voix, il y a des troubles qui sont en lien avec ces choses-là. Et donc, c'est important de le repérer. Ça peut s'accompagner aussi. Mais c'est vrai qu'à force de dialoguer, moi, j'avais moins peur que toi. Et je t'ai dit, oui, on se voyait, je lui ai dit, non, mais je crois que vous êtes simplement très fatigué. Et que là, il est temps de se reposer et de prendre soin de soi. Et c'est vrai que la première manière de prendre soin de sa santé mentale, c'est de se reposer. Et c'est souvent ce qu'on n'arrive plus à faire quand on est fragile. Et peut-être que c'est important de parler des signes, justement. Peut-être on y reviendra. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Vous présentez toutes les deux la prochaine intervenante, qui est Daphné, si ça vous va. Oui. Ah oui. Daphné, qui fait partie des petites merveilles que Sandrine m'a envoyées. Bien, Daphné. Daphné Bianchi, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Rapidement, pour ne pas oublier. Alors, dans votre cas, Philippa, la boxe a été une thérapie. Ici, oui, quelle a été sa part dans la thérapie? Merci beaucoup pour cette question, parce que je pense qu'effectivement, le sport est un levier thérapeutique de stabilisation énorme. La santé mentale, ça se passe dans le corps. Et donc, pour moi, le sport a été un levier de rétablissement très important. La boxe est venue un peu plus tard. Au départ, j'ai beaucoup couru, mais je considère vraiment ça comme un médicament, moi. Et la boxe, moi, je dis toujours 1 heure de boxe et le monde est changé. C'est-à-dire que si on passe une journée pourrie, avec vraiment un mood dégueulasse, et on va boxer 1 heure, c'est bon, on sort de là, c'est fini. Donc pour moi, et après, ça m'a appris énormément d'autres choses. Psychologiquement, je trouve que ça permet de travailler l'ego, la connaissance de soi, la manière dont on réagit, la capacité qu'on a à se maîtriser, à se poser, à se replacer. Je fais de la boxe française d'assaut, donc il faut maîtriser la puissance. Mais oui, la boxe est un énorme outil thérapeutique pour moi. Alors, qui est Daphné? Merci pour la question. Alors, si j'ai bien compris le each one, teach one, mon rôle maintenant, c'est de présenter Daphné. Je suis contente de le faire. Daphné est une femme qui danse. Je le sais, je l'ai vue danser. Mais nous, on s'est rencontrés dans le cadre privilégié du coaching, qui est donc un accompagnement. Elle m'a donné l'autorisation de le dire, hein, sinon je ne l'aurais pas forcément dit. Et donc, j'ai découvert une femme d'une extrême sensibilité, une douceur brute, parce qu'il y a énormément de douceur, mais en même temps une très grande détermination. Quelqu'un pour qui le plus important, c'est d'être dans des endroits où ça a du sens, où le lien a du sens, où les relations ont du sens, où ce qu'elle fait là où elle est a du sens. Donc une grande authenticité et une capacité à se saisir de toutes les ressources que je lui ai proposées dans le travail qu'on a fait ensemble, à se remettre en question et à s'émerveiller des possibilités de progresser et de changer. Voilà, Daphné. Wow. Merci Philippa, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci Philippa. On la retrouvera tout à l'heure, évidemment. Je continue sur la présentation ou tu es déjà en PLS? Je vais m'arrêter là, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Avec Daphné, on collabore depuis quelques années sur maintes et maintes pièces de la compagnie Kilai, dont je suis la chorégraphe. Et c'était une rencontre assez incroyable. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une sista et un pilier dans la compagnie.
Daphné, tu avais envie de nous parler, toi, de la résilience au travers de la danse. Oui. Je te laisse. Moi, il y a quelque chose que Philippa a dit juste tout à l'heure. Elle parlait des ressources intérieures. Et en fait, quand Sandrine m'a demandé de participer en tant qu'intervenante à la conférence, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Je suis qu'avec des gens qui connaissent bien leur karaté. Moi, je fais que de la danse. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus que ces personnes-là qui connaissent bien leur sujet? Et ça m'a permis justement de réfléchir à ces ressources intérieures et de la puissance que la danse a eue tout au long de ma vie. C'est fort. Comme ça fait partie de mon quotidien, j'ai eu tendance avec le temps à pas valoriser ça de la bonne façon, ou plutôt à banaliser ça, puisque c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, alors que je me rends compte que c'est ma ressource première, et c'est quelque chose d'intrinsèque sans laquelle je ne pourrais pas avancer, et des fois me soigner, et des fois comprendre des choses sur mes tourments, les tourbillons que j'ai à l'intérieur, et c'est quelque chose qui remet du sens aussi pour moi en dansant. Je découvre de plus en plus de trucs sur moi, et je tire un peu le fil rouge de ma petite pelote. Et ce process, il a eu pour moi... s'est révélé d'une façon importante quand on a commencé à travailler sur la pièce qui s'appelle Raw. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce spectacle, Raw, c'est une pièce que Sandrine a chorégraphiée, où on est 4 femmes au plateau, et chacune dessine son portrait, avec la danse, mais avec les mots aussi, en tant que femme, dans le monde du hip-hop. Donc, on va dire que cette pièce a démarré par une interview écrite que Sandrine nous a envoyée par mail. Donc, un long pavé avec plein de questions. Je me suis dit, oh là là, bon, vas-y. Je me suis mise, et en faisant, je me suis rendu compte que j'avais traversé plein de trucs. Et je voyais bien qu'il y avait des questions qui prenaient plus de place et d'autres que j'étais un petit peu sur le côté. Mais dans celles qui prenaient le plus de place, je sais pas, peut-être que c'est parce que c'était à l'écrit et pas un vis-à-vis directement. Il y a eu un truc où ça m'a fait un effet comme un flux de conscience. Il y a eu un truc où j'ai commencé à écrire, et puis j'ai tout déballé d'un coup. Et je me suis dit, waouh, en prenant un peu de recul, quand je lui ai envoyé le mail, je me suis dit, quand même, je sais pas, je parle des choses, c'est marrant, ça a révélé des choses avec lesquelles j'ai toujours eu tendance à prendre de la distance, ou un petit peu en mettre en dessous du tapis, là, comme les poils du chat, et pour pas les voir. Et là, en fait, de les voir noir sur blanc à l'écrit, et de me dire qu'on construit une pièce avec ça, et tout le monde va voir ça, et on va parler de ça entre nous quand on va se voir, ça m'a fait un peu paniquer. Mais je me suis rendu compte que, justement, en fait, c'était le moment de le faire. Et ça a requis beaucoup de courage, en tout cas, de porter ça au plateau, devant des gens, devant aussi des personnes que j'aime. C'est pas facile, des fois, je trouve, de partager les choses difficiles avec ceux qu'on aime, puisque ça peut leur faire de la peine qu'on ait traversé tout ça. Et ça m'a permis d'assumer aussi ses faiblesses. Moi, je me considère comme quelqu'un de fort en général, et c'est difficile de voir d'avouer à soi-même que oui, des fois on peut être fragile, et c'est ça qui fait aussi que je suis moi. Donc voilà, et en tout cas, j'ai ressenti après l'avoir fait une énorme gratitude pour cette expérience qui a été vraiment pour moi. J'ai parlé des choses dont je n'ai jamais parlé à personne, et on a fait je ne sais pas combien de dates devant plein de monde que je connaissais pas, et c'était fort de voir comment les partages résonnaient chez des gens qui viennent pas du tout de mon milieu, qui ne pratiquent pas du tout la danse, mais le fait de libérer la parole et qu'on porte ça fièrement au plateau, il y a des gens qui ont été très touchés. Il y a eu des partages qui étaient magnifiques, des personnes qui sont venues nous voir, et ouais, pour moi ça a été une expérience incroyable. Et si c'était à refaire, j'ai référé encore 1000 fois dans 1000 vies différentes, parce que c'était hyper fort, et j'ai des bites là, ou ça va? Non, ça va. Parce que je me dis, ma phrase, elle finit jamais, il n'y a jamais de point. Et désolée. Non, mais c'est vrai que tu soulèves quelque chose de très important, c'est comment, à un moment, tout à l'heure, on me disait si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui souffre, etc. En fait, c'est tellement dur, mais poser les mots. Et en fait,
après la première interview que j'ai fait à Daphné. Donc moi, je suis chorégraphe, je leur envoie l'interview en me disant bon, bah voilà, on partira de là. En fait, quand elle m'a renvoyé tout ce qu'elle m'a renvoyé des preuves de vie avec autant d'authenticité, puisque raw, ça veut donc dire brut, je me suis dit ok, en vrai là, je peux plus me cacher. Je vais devoir moi aussi faire le process. Et je pense que le fait que ce soit collectif, ça a énormément aidé aussi. Donc, pour parler des ressources, ça en était une grande, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait, Daphné, que tu as pu te livrer autant? Est-ce que c'était sur la base de cette construction avec Sandrine? Est-ce que c'est la confiance que t'accordait Sandrine? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui fait qu'à un moment, tu reprends les questions auxquelles tu répondais pas pour dire « ouais, j'y vais quand même » ? En fait, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas faite pour travailler avec des gens. Parce que toutes les expériences que j'avais eues d'un travail de groupe, c'était très mal passé. C'est vraiment des expériences que j'ai subies jusqu'au point où je me disais à moi-même que j'étais pas faite pour travailler en groupe. Il fallait que je travaille toute seule parce que peut-être que c'est moi qui ai un problème et je peux pas faire ça. Donc en vrai, avec Sandrine, on se connaissait du milieu, mais on s'est réellement rencontrés lors d'une audition pour la pièce acoustique. Et je suis partie avec la boule au ventre. J'étais pas bien, je me disais, j'étais un stress total. Je me disais, oh là, il va y avoir qui? Oh, il y a du monde. Je sais pas comment je vais faire, je vais pas être bien. Il y avait vraiment un truc presque anxiogène pour moi. Et après, je sais pas, c'est à l'instar de la rencontre que tu as eue avec Philippa, en fait, il y a des choses qui se passent de mots. Enfin, la mise en mots est tellement compliquée. C'est des choses qu'on connaît tous, mais il n'y a pas de mots assez forts pour pouvoir décrire la portée de ce qu'une rencontre peut avoir dans une vie, quoi. Donc, j'ai pleuré. Oh, non. Non, vraiment, pour moi, c'était une rencontre bouleversante, quoi. Ouais. Et en fait, il y a tout de suite, je me suis sentie vue pour qui j'étais et pas pour ce que je faisais. Et je me suis sentie valorisée par la personne que j'étais, au-delà de moi qui danse ou moi dans le game de la danse. Et ça, je pense que je l'avais rarement expérimenté si fort avec une personne que je connaissais si peu. Et c'était trop incroyable. Sandrine, on a tout préparé sauf les mouchoirs, franchement. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est le seul truc qu'on n'a pas préparé. Comment on n'a pas préparé alors qu'il y a Daphné qui était là en pleurant? Voilà. Sandrine, comment toi tu vas chercher, quand tu décides de créer Raw, qui est une pièce que tu as créée il y a 1 an et demi, je crois, comment tu décides que ce seront ces 3 interprètes avec toi? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Ouais, non, ça s'explique pas trop, franchement. Je pense que j'ai eu des coups de cœur forts, que c'était 3 personnalités qui cognaient, mais avec des points différents. Et que du coup, je me suis vite questionnée, ok, qu'est-ce qui fait que je suis toujours attirée par les mêmes types de danse, les mêmes types de profils et tout ça, et que j'avais envie de les questionner, de voir s'il y avait des similitudes aussi dans nos histoires. Et ça, je rebondis aussi par rapport à la danse de manière générale, parce que du coup, ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touchée, j'ai respiré, parce qu'en fait, je pense que j'en ai manqué aussi par moments dans la communauté, qu'on peut vite, pendant longtemps, danser les uns avec les autres, mais jamais vraiment avoir rencontré les gens et jamais avoir été perçu pour qui on est vraiment. Moi, j'ai vécu des battles où tout le monde était là, waouh, et je rentre dans ma chambre d'hôtel, je suis seule et je pleure. Et le lendemain, je recommence. Et en fait, c'est pas pour tirer l'alarme, c'est juste pour dire que ouais, on a vraiment besoin de ça fondamentalement, je pense, de prendre du temps à rencontrer les gens, à les regarder vraiment et à se donner du love, quoi. Même quand on ne sait pas d'où il commence à l'intérieur. Tu veux nous dire avec qui tu danses Raw? Oui, avec Ashley Beckett, avec Sonia Ivashenko aujourd'hui et avec Daphné Bianchi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci énormément. Sandrine, tu vas présenter le prochain intervenant, pardon. Est-ce que c'est moi? Oui. Tout à fait. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est moi. Non, j'ai marqué Sandrine présente Jidaoui. Tout à fait. Tu nous rejoins? Yes. Hi. Jidaoui. Tiens, je t'en prie. Alors,
avant de passer le micro, du coup, j'introduis la personne qui vient de s'asseoir. Est-ce que tu peux montrer ton pull, s'il te plaît? J'avais envie de commencer par là. Je trouve que ça en dit long. Je ne vais pas faire de commentaires, mais pour dire que c'est sa marque et que c'est en dehors voilà, d'être quelqu'un qui a créé une marque, c'est avant tout un danseur que je crois que les dernières fois qu'on s'est vu, il y a 10 ou 15 ans, dans le milieu de la danse, qu'il a fait ses preuves, on n'en doute plus. Et que en fait j'ai eu l'occasion c'est Daphné qui l'a rencontré sur un atelier et j'ai eu l'occasion de parler avec lui au téléphone et pendant une petite heure on a commencé à tchatcher et en fait j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'assez qu'il fallait écouter en fait. Toutes les personnalités qui sont là, je trouve que c'est intéressant de les écouter et de mettre les personnes en avant qui peuvent être des personnes ressources dans notre communauté. Voilà. Jidaoui, c'est aussi un papa. Et voilà, ça c'est le premier job. Et non, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, je vois quelque chose de... Tu sais, moi ce que tu me dégages, c'est quelque chose de... Ok, il est là, il est ancré, il est stable, tu peux t'appuyer. Et en même temps, on sent un grand cœur et je pense que c'est là que tu trouves ta force d'ancrage. Merci. Du coup, je démarre direct. Merci pour la présentation. Là, j'ai même plus envie de parler, je vais te partir comme ça. C'est bon, on a fait le job. On veut t'entendre un peu quand même avant. Yes, ok. Moi, je vais essayer de faire court, dans tous les cas, pour essayer de donner un maximum d'informations. Je ne vais pas vous expliquer forcément tout mon parcours, juste que j'ai démarré la danse en fin 99, début 2000, à Dunkerque, dans le nord, là, tout là-haut, limite l'Angleterre, quoi. Et j'ai commencé par le popping. C'était une période pendant laquelle on avait peu d'informations, parce qu'on n'avait pas encore Internet. Il y a des VHS qui tournaient un peu chez l'un, chez l'autre. C'est exactement aussi le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'on s'enseignait tous les uns des autres. Dès qu'une personne avait une info, elle la donnait, si elle était dans le partage. Je dis bien ça, parce qu'il y a toujours des personnes qui voulaient garder des infos pour être en avance sur les autres. Mais c'est important de savoir, parce que vu que moi j'étais dans le milieu des battles, ou en tout cas à cette époque-là, on parlait beaucoup de cercles, et il y avait aussi le milieu des créas, c'était aussi important d'essayer de se développer rapidement et de la meilleure manière, parce qu'on n'avait pas justement beaucoup d'infos. Donc dès qu'on en avait une, on essayait de la travailler de plein de façons différentes. Mais en tout cas, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai dansé jusqu'en 2014. Moi, j'avais atteint tous mes objectifs et j'ai mis fin, entre guillemets, à ma carrière de danseur parce que j'étais plus trop aligné avec mes valeurs du quotidien. Je voulais aussi avoir une vie de famille. Vu que j'étais dans le milieu des battles, je jugeais énormément, je donnais beaucoup de cours à l'étranger et j'étais jamais chez moi. Donc, il fallait que je fasse des choix parce que je voulais pas faire les choses à moitié. Mais en tout cas, par rapport à toute cette expérience-là, aujourd'hui, il y a 3 éléments que j'ai envie de vous partager, qui m'ont, moi, aidé. Je ne vais pas vous dire que j'ai jamais eu de soucis dans mon parcours, etc. Mais je n'ai pas le souvenir, en tout cas, d'avoir été dans une période vraiment difficile, vraiment dure. Je n'ai pas ce souvenir-là. Est-ce que c'est une chance ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que j'ai justement eu des bonnes personnes qui m'ont enseigné aussi, pas des valeurs, mais en tout cas, qui m'ont bien dirigé à mes débuts. Donc dans ces 3 éléments-là que je voudrais vous partager, la première des choses déjà, c'est et surtout pour tous les danseurs qui sont là, mais ça fonctionne dans tous les milieux, c'est d'avoir une bonne connaissance du milieu dans lequel vous voulez, en tout cas, vous épanouir ou dans le milieu dans lequel vous voulez exercer. En l'occurrence, là, la danse. À mon époque, c'était pas si compliqué, en tout cas, je dis à mon époque, ça rend ouf, je suis pas vieux, mais On dirait, ça Ouais, fait c'est vrai, d'art. c'est vrai. qu'on se calme, au cas où je vois ça commence à... Je suis très jeune, mais j'ai commencé très très tôt. Mais en tout cas, à mon époque, lorsqu'on démarrait, c'était simple à comprendre. En fait, il y avait quelques compagnies qui commençaient à, on va dire, à embaucher des danseurs hip-hop. Il y avait quelques compagnies hip-hop qui sont les compagnies phares, en tout cas, de la danse hip-hop française. Et hormis ça, il n'y avait pas encore d'événements de gros battles. Il y en avait un peu à l'étranger, etc. Mais c'était surtout break en plus. C'était la danse du coup qui se fait plus au sol. Et il n'y avait pas encore de battle debout, parce que le vrai premier battle debout, c'était le Juste Debout en 2002. Donc c'est vraiment venu au compte-gouttes. Donc c'était pas si difficile à comprendre. Ce qui était difficile à comprendre, c'est ce que c'était que la danse en elle-même, en fait. C'est quoi la danse? Tout simplement, qu'est-ce qu'on danse, comment on danse, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être un bon danseur et comment on doit travailler pour le devenir. Donc c'était juste ça à comprendre, mais c'était déjà une grosse compréhension. Ce qui est cool, c'est que ça, c'est intemporel. C'est-à-dire la compréhension d'il y a 20, 25 ans, c'est la même aujourd'hui.
C'est pour ça que là, il y a eu tous les... Bon, faut juste que je fasse gaffe, parce qu'après, des fois, je monte dans les tours quand il y a des trucs qui m'énervent un peu, mais je vais faire en sorte que ça aille à la cool. Mais par exemple, là, avec les JO, il y a eu beaucoup de débats autour du sport, que la danse était un sport, etc., alors que ça ne sera jamais un sport. Il y a une partie sportive, mais c'est de l'art. Parce que si c'est un sport, au final, on fait juste de la perf, il n'y a pas besoin d'avoir de personnalité ou ce genre de choses. Alors que ce milieu-là, même si c'est un peu cruel de le dire comme ça, c'est soit tu es toi-même, soit tu es personne. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Parce que c'est ouvert à tous. Donc à partir du moment où on a une petite touche, ça veut dire qu'on peut la présenter. Après, peu importe le lieu, c'est votre exposition, c'est comme un peintre ou autre. Vous le montrez, ça plaît pas, on s'en fout, c'est des timings. Il y a des artistes qui ont été très connus après leur mort, par exemple. Mais nous, c'est ça qu'on fait. Donc on présente quelque chose. Il fallait juste comprendre ça, donc pas très compliqué. Et j'avais des personnes autour de moi qui m'aiguillaient bien, parce que justement, ils me poussaient, j'avais 13 ans, ils me poussaient à faire ce que je voulais, en fait. Ils me disaient, si t'aimes pas faire ça, t'aimes pas aller au sol, va pas au sol. T'aimes pas faire ça, va pas. T'aimes bien faire ça, fais ça. Donc ils m'ont vraiment mis en confiance sur cette partie-là. Et je trouve que c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, on veut tout faire, il y a beaucoup d'informations avec les réseaux, etc. On se dit, ah ouais, mais regarde lui ce qu'il fait, ça serait bien de savoir faire ça, etc. Mais en fait, on s'en fiche. Juste montrez-nous ce que vous aimez, quoi. T'aimes le chocolat, t'en manges, t'aimes pas, t'en manges pas. Il n'y a rien de compliqué à comprendre normalement, mais c'est difficile à faire. Donc ça, c'est le premier élément. J'essaie d'accélérer un. Deuxième élément, c'est la connaissance de soi. Mais ça, à la limite, je vous dirais, ça doit être même à l'école, en primaire, etc., qu'on doit nous l'apprendre, parce que c'est une base, quoi. Concrètement, si on ne se connaît pas, c'est difficile déjà de parler de nous, aussi bien à notre entourage qu'à nous-mêmes, et de choisir ce qu'on aimerait faire, en tout cas dans le milieu de la danse. Moi, personnellement, ma technique, c'était les waves. J'aimais trop. Bon, donc les vagues, je pense que tout le monde parle anglais. Hein, mais en tout cas, c'était les waves et toute la partie, on va dire, un peu animation. Et en fait, je me suis focus sur ça. J'ai jamais mis un genou au sol, par exemple. Et ça ne m'a pas empêché, en tout cas, d'avoir une renommée, on va dire, internationale. Mais la connaissance de soi, il faut vraiment, vraiment s'y pencher. S'il y a je pense qu'il y a des danseurs ici, il faut vraiment vous y pencher. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous savez faire, ce que vous savez bien faire, ce que vous savez très bien faire, comment vous voulez qu'on vous voit. Toutes ces questions-là, il faut y répondre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les réponses à l'instant T, parce qu'après, il faut essayer, il faut faire des choses. Justement, c'est aussi par les actions qu'on va se comprendre. Mais il faut foncer sur ça. Vraiment, c'est hyper important parce que ça peut éviter justement certains problèmes par la suite, ne serait-ce que savoir dire non à certaines personnes. Et pour ça, il faut se connaître. Et c'est pour ça que je vous dis, après, j'ai eu... Bon, à côté de la danse, moi j'habitais en quartier, c'était un peu l'école du vice aussi. Hein. J'arrivais dans la danse, moi c'était les bisounours pour moi, c'était cool. Donc en dehors, c'était plus compliqué que dans la danse. Dans la danse, moi c'était ma cour de récré. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est la connaissance de soi. Dernier élément, c'est un bon entourage. Mais ça passera par la connaissance de soi, parce qu'en général, on se rapproche aussi des gens qui nous ressemblent. Donc il vaut mieux savoir ce qu'on aime, etc. En tout cas, plus on se connaît, plus c'est simple de se rapprocher, de choisir les personnes qui vont nous entourer. Même si là, je vous le dis en 10 minutes. Hein. Mais en soi, ça prend du temps. Mais c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à avancer dans ce milieu-là. Et surtout, les personnes autour de moi, c'est ceux qui m'encourageaient quand ça allait pas, justement. Si, par exemple, un jour, j'étais un peu down, je parlais avec eux, c'était ma pharmacie. Ce que j'ai trouvé cool dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, c'est que tu avais fait une comparaison entre... le c'était mieux avant, non, comment c'était avant et à ton époque et aujourd'hui. Tu as dit qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité d'accès à certaines informations techniques, puisque voilà, il y a YouTube, il y a tous ces outils-là, les réseaux sociaux, mais tu disais qu'il y avait moins d'infos sur les parcours du danseur, et je trouvais que ça, c'était chouette de le partager aussi. Ouais, clairement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment avoir énormément d'informations par rapport à avant, parce que déjà, il y a le net. On peut aussi facilement communiquer avec d'autres personnes, parce que c'est super accessible. D'ailleurs, c'est bien et pas bien dans le milieu, parce que des fois, justement, on est en direct avec tout le monde, mais il y a des personnes, des fois, bref, ça peut aller loin dans les conversations. Mais ouais, clairement, en fait, je pense que toute personne qui commence la danse hip-hop, pour moi, devrait avoir un petit kit pour savoir, selon ce qu'elle aimerait faire, par exemple, s'aventurer dans les battles, dans la scène ou autre, savoir, en fait, comment ça se passe, ce parcours-là, jusqu'à une certaine réussite, entre guillemets. Je veux dire, chacun a sa propre réussite, mais en général, quelqu'un qui fait des battles voudra gagner les plus grosses compétitions, voudra avoir une renommée internationale, mais comment on fait, en fait, pour y être? Et ça, il n'y a personne qui nous le dit réellement. Il y a très peu de partage de parcours, en tout cas dans les détails, parce que moi, par exemple, je me suis entraîné peut-être avec une dizaine de personnes tout au long de mon parcours. On s'entraînait avec le même nombre d'heures, et pourtant, on n'a pas du tout le même parcours. Donc c'est qu'il y a aussi des choses, parfois, à détailler et à expliquer.
Et ça, malheureusement, aujourd'hui, moi j'en connais beaucoup. En tout cas, j'ai accompagné aussi des danseurs sur les dernières années. Il y en a qui venaient me dire, ouais, je vais être champion du monde. J'ai dit, mais ça n'existe même pas. De quoi tu me parles, toi? Tu croyais que tu étais Ronaldo, quoi. En fait, il n'y a pas de championnat du monde. Il y a plein de compétitions différentes, mais on ne dit jamais champion du monde. C'est pour les mairies, ça. Mais c'est pas pour nous. Entre nous, on va jamais se le dire. Donc c'est plein de petits détails comme ça. Mais une fois qu'on met à plat les choses, ok, là maintenant, on peut commencer à discuter et se dire, il y a peut-être ce chemin-là à prendre, et voilà à quoi peut ressembler le chemin. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, et en donnant beaucoup de cours aussi, je trouve que, quand je me confronte avec les élèves ou les personnes que je rencontre, souvent, ce qui est relevé, c'est que, voilà, ils savent même pas, ou des fois, où regarder pour trouver des auditions, comment faire un CV, des choses qui peuvent paraître simples, mais une fois que tu as fini de te former, comment faire le lien entre les professionnels et la danse. Et ça peut être très fragilisant aussi, parce que je connais plein de gens qui ont été déstabilisés et frustrés de ne pas trouver ces informations-là, et qui envoyaient des CV et qui n'étaient pas retenus dans les auditions et qui ont arrêté la danse, parce que ils pensaient que ça... je pense que ça définissait leur niveau ou leur art, mais je pense qu'ils n'avaient juste pas les outils efficaces pour pouvoir poursuivre leur voie. Et en tout cas, il ne faut pas, je pense, hésiter aussi via ces outils à demander. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas partager parce que ça fait peur de partager. Tu te dis que peut-être que c'est l'autre qui va prendre ta place. Et du coup, je trouve qu'il y a énormément de danseurs qui se disent faisant partie de la communauté, mais qui ne sont pas réellement prêts à partager ces outils-là. Mais il y a des gens qui, oui. Donc il faut aller vers ces gens-là, et c'est hyper important en tout cas d'échanger, et on ne peut pas tout connaître. Et maintenant, il y a des outils, il y a des formations qui sont au sein des théâtres même. Et il ne faut pas lâcher, quoi. C'est important. En tout cas, si besoin, vous m'envoyez un message sur Insta, je vous super réponds. Sachez-le, il n'y a pas de problème. En préparant tout à l'heure, on parlait de quelque chose aussi, parce qu'on l'a vu quand on a fait toutes celles et ceux qui sont danseurs, tu t'es pas levé tout de suite, et en fait, parce que tu dis aussi que dans ton parcours, aujourd'hui, tu fais plein d'autres choses, et au moment où tu danses plus, où tu arrêtes la danse, on te renvoie deux choses. Il y a des gens qui t'accompagnent, là aussi. Et il y en a pour qui c'est comme si c'était une finalité, en fait, que ça s'arrêtait pour toi. Or, ça ne s'arrête pas. Comment tu as construit l'après, et comment tu as été peut-être accompagné là-dedans? Yes. C'est vrai que moi, quand je l'ai annoncé, en tout cas, j'ai l'impression que j'étais décédé un peu. Parce que vraiment, j'ai eu des réactions. Je dis, ça va, en fait, c'est une activité, quoi, en fait. Je vais juste faire autre chose. Mais après, je pense que c'est parce que j'ai arrêté aussi à un moment où j'étais un peu à mon pic. J'étais vraiment bien. J'étais pas dans une... en tout cas, j'étais bien dans le milieu, quoi. Mais ouais, en fait, moi, comme je vous ai dit, c'était vraiment pour être un peu plus aligné. J'utilise des mots, je ne sais pas si je dois les utiliser maintenant avec ce qu'on a entendu avant, mais en tout cas, c'était pour me sentir mieux avec mes valeurs à l'instant T, mes valeurs et ma vision, etc. Donc j'ai mis un peu ça de côté, mais je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Déjà, moi, ça m'a pris au moins 2 ans pour y réfléchir, minimum 2-3 ans. Et par contre, j'avais jamais eu en tête que j'allais faire ça toute ma vie, parce que quand j'ai démarré, il y avait 0 vision sur ça. Moi, je faisais du foot, après j'allais danser un petit peu, et j'allais à l'école, mais on me disait, je savais même pas qu'on pouvait en vivre. En 99, 13 ans, je pense pas qu'on avait des grosses ambitions. Donc vu que j'avais jamais eu ça en tête, ça a aussi été, je pense, un peu plus simple pour moi. Mais par contre, pendant les 2-3 ans qui ont précédé le moment où j'ai arrêté, déjà j'avais d'autres personnes aussi qui allaient arrêter. Et en fait, c'est pas forcément une remise en question, mais c'est plutôt prendre du recul et de la hauteur sur tout ce qu'on a pu faire, et se dire, est-ce que je suis bon qu'à danser, en fait? Et est-ce que j'ai appris que du mouvement? Qu'est-ce que j'ai appris d'autre, en fait? Et ça fait un peu un lien, justement, avec la question que vous avez posée tout à l'heure sur la boxe. Parce qu'après, justement, je commence à donner aussi des ateliers, de la formation dans l'insertion pro, autour du personal branding en thématique, mais aussi dans l'inclusion par le sport. Je fais ça maintenant depuis 8 ans, à peu près 8-9 ans. D'ailleurs, j'ai co-écrit un ouvrage, c'est un guide d'exercice d'inclusion par le sport. Donc, c'est du pratico-pratique pour une personne qui est éduque sportif, par exemple, et qui a envie de faire du transfert de compétences du sport vers d'autres milieux. Et ça, en fait, pour moi, c'était juste une continuité de la danse. Pourquoi? Parce que j'aimais trop enseigner, j'aimais trop transmettre. Donc, il fallait que je continue, mais dans une autre voie. Ensuite, j'aimais bien le fait de mettre en valeur. Pareil, j'ai un ami qui m'a proposé de monter une agence audiovisuelle pour pouvoir justement faire de la vidéo, de la captation, de la photo. Hop, on lance. Donc moi, c'était la partie aussi créa, parce qu'il y a beaucoup de créativité à ce niveau-là. Et par exemple, la marque de vêtements, pareil.
c'est de l'amusement. Moi, j'ai l'impression d'être dans le milieu de la danse, en fait, quand on réfléchit aux idées, au design, et le fait de bouger, d'aller rencontrer des gens, etc. Donc, j'ai gardé le même mood, en fait. C'est pour ça que je danse plus, mais c'est vraiment le même mood de danseur. Une continuité, ouais. Et dans ton parcours, tu es à un autre endroit, tu as Daphné, et avant d'accueillir Mathilde, est-ce que toi, tu sais aujourd'hui jusqu'où tu es prête à aller dans ton parcours, et qu'est-ce qui fait que tu continues à danser tous les jours? Il y a l'importance des projets que tu portes et l'importance des valeurs, mais est-ce que tu vois quelque chose qui se définit au loin, et comment tu accompagnes ça peut-être dès aujourd'hui ou pas du tout? Est-ce que c'est un sujet? Waouh, Vincent. Bonne question. Bonne question. Tu prends ce que tu veux dans la question. Hein. Non, mais oui, en fait, moi, je vois, pour moi, en tout cas, par rapport à ma vie et mon histoire familiale, la danse, c'est quelque chose que je ne pourrais pas arrêter. C'est quelque chose d'intrinsèque, qui n'est pas dissociable. Ma mère, elle danse, ma petite sœur, elle danse aussi. C'est quelque chose qui est vraiment dans les racines de notre famille. Donc c'est difficile, je ne me vois pas arrêter la danse, je me vois juste continuer sur cette lancée. En 2024, j'ai fondé ma propre compagnie qui s'appelle Compagnie Nefele. Ça me fait tout drôle, c'est la première fois que je le dis dans un micro. Et c'est vraiment beaucoup de travail, et moi je suis friande d'apprendre de nouvelles choses, donc ça me plaît aussi de découvrir comment faire. Et puis ce qui me plaît, c'est être dans des projets comme ceux qu'on fait avec Sandrine, où je redécouvre moi-même et les autres que je connais depuis longtemps, faire des choses, des fois on fait des choses jamais... moi j'ai toujours aimé un petit peu chanter, mais genre dans la douche quoi. Mais là on chante sur scène, donc d'un coup je me dis, je sais faire ça aussi, et puis des fois on fait de l'acting sur scène, donc je me vois en tout cas évoluer dans des projets qui m'apprennent encore et encore des choses sur moi, parce que j'ai l'impression que voilà, l'identité, c'est pas une coquille figée, quoi, mais que ça soit plutôt un état mobile, donc qui change presque d'heure en heure, de seconde en seconde, quoi. Et du coup, j'ai hâte de découvrir en faisant tous ces projets et toutes mes nouvelles transformations, mais c'est vrai que j'arrive pas à voir la fin, je la découvre en faisant. Heureusement. Donc, ouais, j'espère que j'ai répondu. Après, il faut partir du principe où là, moi, ça fait quoi, 2014, 10 ans que je pratique plus réellement, mais mentalement, ça s'arrête jamais. Je pense toujours à des mouvements, ce genre de choses, etc. Entre la cuisine et le salon, il y a un slide. Tu vois, il y a toujours. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup. Merci, Daphné. Merci. Tu vas présenter Oui, c'est ça. Tu vas présenter Mathilde. Si vous voulez voir Ro avec Daphné et toute l'équipe, ça joue à Marseille en mai, je crois. Voilà. C'est vrai. Mathilde nous rejoint et tu nous présentes Mathilde. Okay. Ouais, vas-y. Bonjour Mathilde. Alors, qu'est-ce que je connais de Mathilde? En fait, je sais que avant de te rencontrer, je savais de toi que tu étais danseuse loc. Et c'est tout ce que je savais de toi. On s'est rencontrés il y a quelques jours dans la visio, comme elle dit, mais moi je dirais plutôt le visio. Donc c'est aussi une info sur Mathilde, elle dit la visio. Donc on s'est rencontrés dans la visio et je me suis dit, pareil en fait, elle connaît son karaté. Boum, carré, elle dit des mots, je comprends même pas ce que ça veut dire. Moi je suis derrière mon écran, je suis en mode, oh là là, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, mais purée, c'est impressionnant de savoir autant de choses. Et ensuite, donc je t'avais imaginé plutôt comme quelque chose de plutôt carré. Et après, je t'ai vu aujourd'hui. Non, attention, attendez. Non. Et en fait, il y a une certaine grande douceur dans tes yeux. Et quand tu as dit que tu étais maman, pour moi, ça a fait sens. Je me suis dit, on aurait presque envie de se lever dans tes bras. Enfin, il y a vraiment un truc, je trouve, très touchant, comme si c'était un truc de porcelaine, mais pas fragile, pas dans le sens fragile, mais dans le sens beau et doux. Et puis, tu m'as dit que tu étais sage-femme. Et figurez-vous que j'ai pensé que sage-femme, ça voulait dire juste les personnes qui font accoucher les femmes enceintes. Eh ben non. J'ai découvert en parlant avec Mathilde que sage-femme, c'est quelqu'un qui accompagne une personne dans ses nombreuses transformations. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Avant que la personne tombe enceinte, pendant, et puis l'accouchement, bien sûr, mais aussi le après.
Et je me suis dit que, ouais, en te voyant, il y a comme une certaine sagesse aussi d'avoir connu tous ces gens et toutes ces étapes et de mesurer la force et le poids de ce que ça veut dire. Donc voilà, c'était un bon rappel de par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'identité en fait. Tu connais une personne avant et puis après, elle doit être pas du tout la même. Et puis c'est aussi grâce à toi qu'elle a réussi à franchir toutes ces étapes. Donc je suis vraiment admirative de ça. Je te remercie pour ce rappel. Voilà. Eh ben, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Mathilde, bienvenue. Voilà, ça c'est fait. Et ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce qu'on s'était dit, nous tous et toutes, c'est qu'on allait parler en fait de qu'est-ce qui peut se passer pour notre santé physique et mentale. Donc, sage-femme, historiquement, on est plutôt des somaticiennes, c'est-à-dire on s'occupe du corps. Je parle plus fort. Micro, ouais. Et évidemment, la santé psychique est complètement reliée, c'est interrelié, c'est un système, un être humain qui interagit dans d'autres systèmes. Et donc, tout est lié. Et donc, moi, aujourd'hui, par la vie, a fait qu'en tant que sage-femme, je me suis mise à accompagner de plus en plus d'abord les femmes enceintes qui avaient subi des violences ou qui en subissaient toujours. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes enceintes ou non qui ont subi des violences ou qui en subissent toujours au sein d'un service hospitalier qui s'appelle la Maison des Femmes. J'ai démarré pour la Maison des Femmes de Saint-Denis pendant 6 ans, puis maintenant je suis à Rennes. Pardon. Ça remue. Et du coup, l'idée, c'était de parler un petit peu de ce qui se passe quand un être humain peut être victime de violences. Les êtres humains sont des êtres d'adaptabilité et de résilience incroyables, comme tous les êtres vivants et comme tout le vivant sur Terre. Et en fait, pour survivre à un événement aversif très grave, à quelque chose qui, on en parlait tout à l'heure, nous effracte psychiquement, physiquement, sexuellement, et change nos représentations du monde. C'est-à-dire il y a un avant et il y a un après. On se dit, je ne savais pas que ça c'était possible, que telle personne en qui j'avais confiance fasse ça à moi ou à quelqu'un d'autre, parce que la plupart du temps, les agressions qui laissent le plus de traces, c'est des personnes en qui on a confiance, qu'on connaît avant. Et ça peut être des violences psychologiques, on en parle beaucoup dans le milieu de l'enseignement, la prise de pouvoir sur l'autre. Les femmes et les hommes peuvent en être victimes, et puis ça peut être des formes de violences sexistes, sexuelles, etc. Et donc en fait, l'être humain, pour survivre à ce moment-là, pour ne pas devenir fou, en tout cas limiter les dégâts de ce que ça peut abîmer, va se dissocier. C'est-à-dire qu'il va se fragmenter en plusieurs morceaux, comme si en petits bouts, chaque partie de nous pouvait accueillir une part de la violence, de l'effraction, et c'était moins violent que si on restait entier. Donc très concrètement, les personnes vous racontent qu'elles entendent plus vraiment, elles ont une sensation cotonneuse, et vraiment c'est des sensations qu'on peut avoir toutes et tous ressenties quand on a eu quelque chose de vraiment sidérant, quoi. On se dit à ce moment-là c'était trop bizarre, je flottais physiquement, c'était un peu comme si c'était dans le brouillard, comme si ce qui est en train de se passer là, quand cette personne m'a hurlé dessus, m'a humilié sous forme de violence psychologique ou m'a agressé sexuellement, m'a violée, et bien en fait j'avais l'impression que ça n'arrivait pas à moi, que moi j'étais spectatrice de l'événement. Je regardais cette scène de l'extérieur et au début on a très peur, on a très mal, on essaye de se dégager de cette situation, ce qui est le réflexe normal de tout être humain, donc la fuite ou le combat, on essaie de contrecarrer ce qui se passe. Et en fait, quand on se rend compte que cette personne, pour toutes les raisons qui font que c'est comme ça, est plus forte à ce moment-là que nous, parce qu'elle est protégée par un système, parce qu'elle est dans une posture de pouvoir, parce qu'elle est plus vieille que nous, plus dominante dans le cadre de la société, à moins risque de discrimination, et bien en fait, on se rend compte qu'on est à ce moment-là, c'est tout à fait temporaire, impuissant. Et la peur plus l'impuissance, ça provoque de l'effroi, de la terreur. Et quand on passe dans ce moment de terreur, c'est à ce moment-là où il y a les mécanismes de protection qui se mettent en place. À cause d'hormones de stress tellement importantes que si notre corps ne déconnecte pas comme ça, on aura trop d'adrénaline, trop de cortisol, on peut mourir de peur littéralement, en faisant un arrêt cardiaque, où nos neurones peuvent être de façon toxique abreuvés de ces hormones. Et donc on se met dans cet état un peu d'anesthésie physique ou psychologique,
et psychologique. On peut arriver aux urgences avec un couteau planté dans la cuisse et dire non, là, j'ai pas de douleur, parce qu'on est vraiment shooté aux hormones anesthésiantes. Et donc, pour en revenir à ça, on parlait beaucoup du moment de bascule. Quand on ne tombe pas sur la bonne personne, ce qui est intéressant, c'est de comment on va pouvoir rebondir. Je suis le témoin tous les jours d'êtres humains qui guérissent des violences qu'on leur a fait subir. Ça existe pour de vrai. Il y a vraiment des accompagnements pluridisciplinaires. À la fois, on en a parlé via le corps, via les approches psychocorporelles, donc le sport, l'art-thérapie, mais aussi des psychothérapies qui sont spécifiquement efficaces sur le psychotraumatisme, comme l'hypnose, les thérapies cognitivo-comportementales, l'EMDR, par exemple. Il y en a d'autres. Et puis, en fait, ce qu'on fait dans une maison des femmes, c'est qu'on couple des accompagnements donc médicaux sur le corps. Il y a à nos côtés, les sages-femmes, il y a des médecins généralistes, gynécologues, légistes, psychiatres. Il y a bien sûr des psychologues spécialisés, une infirmière spécialisée dans l'addictologie, parce que les addictions, on appelle ça une comorbidité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient s'associer derrière au psychotraumatisme quand on n'a pas de soins, pour reproduire cet effet d'anesthésie, pour arrêter de souffrir, parce que si vous vous souvenez, la dernière fois, vous avez eu mal, par exemple, un abcès dentaire, un accouchement, une énorme fracture. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à ce moment-là. La première chose qu'on veut quand on a très très mal, désolée de vous rappeler ce moment-là, c'est qu'on veut que ça s'arrête. C'est insupportable pour un être humain de souffrir. Et une fois que ça s'est arrêté, la chose, c'est plus jamais ça. Je ne veux plus jamais souffrir comme j'ai eu mal, et je veux que c'est un sens. Et donc, je veux que les autres ne souffrent pas. Donc, souvent, il y a une sublimation de cette horrible souffrance insupportable en allant soutenir d'autres ou en mettant en place des programmes de prévention pour que d'autres ne tombent pas dans ces pièges. Et donc, pour en revenir sur mon fil de pensée... à ce moment-là où tout bascule, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, il y a toujours des moments dans notre vie où il y a des personnes plus puissantes que nous qui ont tenté de prendre le pouvoir sur nous, et on a su mobiliser les ressources dont parlait Philippa. On était en possibilité de le faire. Et il y a d'autres moments dans notre vie où on n'a pas pu. Donc, chose très importante, ce n'est jamais de la faute du jeune danseur, de la jeune femme, du jeune homme ou du vieux qui aussi va subir des violences. Ce n'est jamais de la faute de la personne victime si elle a subi des violences. On n'a pas à être suffisamment fort pour bien vivre la rencontre avec un agresseur, une agresseuse, une personne dominante, un prédateur, une prédatrice, je me mélange. Donc ça, c'est vraiment important de le redire. Une fois qu'on a dit ça, vu qu'on est dans l'après, on est dans le plus jamais ça, on est dans une volonté de dire, ok, la prochaine fois que je rencontre une personne qui a besoin de prendre le pouvoir sur les autres pour se sentir bien, une personne fondamentalement dysfonctionnante, comment je fais pour avoir les ressources que j'ai pas eues à ce moment-là. Et donc, c'est là où vous avez parlé de beaucoup de choses déjà, l'écriture, le fait d'être impressionné par quelqu'un qui s'ouvre. Tu l'as dit tout à l'heure, quand j'ai lu leur interview, c'était comme une exemplarité qui me poussait à faire le taf. Et ça, moi, j'en suis témoin régulièrement, parce que dans la posture de sage-femme, et aussi dans le milieu de la danse, vu que les personnes savent que je suis sage-femme en Maison des Femmes, j'ai reçu beaucoup de récits spontanés de danseuses victimes de violences sexuelles. Je tiens à le dire, il y a aussi des danseurs qui peuvent être victimes de violences psychologiques ou sexuelles. Et il y a aussi des violences qu'on pourrait appeler uniquement psychologiques, qui font beaucoup, beaucoup de mal. Donc vraiment, toutes les formes peuvent abîmer, et toutes les personnes peuvent être victimes. Donc il n'y a personne qui est moins légitime de dire en fait, moi j'ai subi un truc qui m'a vraiment mis par terre, et voilà. Mais une fois qu'on voit, moi je vois des femmes en face de moi en consultation vraiment s'ouvrir, faire un taf incroyable, parfois je me dis ok, et toi alors, tu fais quoi pour toi? Pourquoi tu es là déjà à les écouter? Qu'est-ce que tu fais quand éventuellement les gens essayent de te marcher dessus et que parfois tu arrives à dire stop et parfois tu n'arrives pas à dire stop? Et c'est vrai que c'est assez... tu parlais d'être impressionnée. Moi, je suis impressionnée tous les jours par les femmes devant moi. J'étais déjà impressionnée quand j'accompagnais la naissance. Je n'accouche personne, c'est les femmes qui accouchent. Je suis juste là pour accompagner. Et c'est hyper impressionnant pour celles et ceux qui ont vu quelqu'un accoucher. C'est franchement, c'est à la fois un mélange de vulnérabilité et de puissance, tout mélangé en même temps. Et c'est, tu le disais, un processus de transformation. Et c'est vrai que les sages-femmes, on apprend l'art de la maïotique, c'est comme ça que c'est dit à l'université. Et la maïotique, c'est l'art d'accompagner les mutations, les changements.
Voilà. Et donc effectivement, le fait de s'inspirer, de s'appuyer les unes sur les autres en étant poussés par le courage qu'elles ou qu'ils ont, soit de dire stop, soit de dire en fait je suis au fond du seau, mais voilà, là je vais m'extraire. Ça va être important. Tu parlais d'un kit de démarrage. Merci pour cette idée. Dans ce kit de démarrage, évidemment qu'il est indispensable de parler du risque d'être victime de tentatives de domination, de violence. Parce qu'en fait, le silence et le fait de ne pas parler de ce risque, ça profite toujours aux agresseurs. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois on dit, sur ce sujet, comme sur d'autres, quand on n'en parle pas, on fait partie du problème. C'est un peu provoque pour dire que en fait, souvent, on dit « Ah non, il ne faut pas en parler, les pauvres personnes qui ont subi ça. » Déjà, les pauvres personnes, comme tu le disais, on est toutes et toutes concernées, soit personnellement, soit dans nos proches. Les violences, c'est dans tous les milieux, pas plus dans la danse hip-hop qu'ailleurs, mais pas moins. Voilà, c'est le fait d'être une communauté, d'être une culture qui s'est basée sur la lutte contre l'oppression, le fait d'être très solidaire, malheureusement ne protège pas qu'il puisse y avoir des violences dans ce milieu, mais on n'est pas pire non plus qu'un autre milieu. Enfin voilà, on n'a pas de complexe à avoir par rapport à des milieux qu'on pourrait imaginer plus privilégiés. C'est la cata aussi. Et voilà. David, tu as une question ? Ouais, en fait, nous on en a déjà discuté cet après-midi, même si en plus c'était court, mais c'était un super expresso, hein. C'était intense comme pas possible, parce qu'en fait j'ai aussi connu une situation similaire dans mon entourage, en tout cas, où il y a l'agresseur et l'agressé, si je peux le dire comme ça en tout cas, qui était dans mon entourage. Et justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. On en a discuté aussi un petit peu tout à l'heure, mais je pense que ça peut être important pour tout le monde, parce que il y a forcément la personne, en tout cas, qui a subi ce genre d'agression, ou en tout cas qui a subi qui a été en tout cas la victime. Mais les personnes aussi qui sont autour, parfois, ont des difficultés à se positionner. Parce qu'on est toujours dans une... En tout cas, je dis ça parce que personnellement, ça a été un peu mon cas. Même si ça n'a pas été difficile à me positionner, mais je veux dire, quand je dis mon cas, c'est qu'autour de moi, on en a tous discuté, et on n'avait pas tous les mêmes avis. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Parce que moi, ça a été vite. En vrai, j'ai pris 1 heure. En 1 heure, j'étais réglé. J'ai dit, je fonce sur ça, je me retourne même plus. Mais il y a des personnes j'avais l'impression en tout cas qu'elles se disaient j'attends d'avoir encore d'autres réponses, je ne suis pas encore sûr, elles attendent, même s'il y a plein de preuves, non mais j'y crois pas trop. Et je trouve que c'est en tout cas une situation tout aussi délicate, même si elles ne sont pas victimes. Mais quand on a envie de soutenir quelqu'un et qu'on doit choisir entre 2 personnes, et encore pire si on les connaît, je pense que c'est hyper délicat. En tout cas... Moi, j'ai pris position parce que je me disais, il faut que j'aide au moins une personne. Dans les deux, il faut que j'en aide une, mais maintenant. Donc, il faut que je prenne position maintenant. Je ne vais pas attendre des lustres parce que je ne sais même pas ce qui va se passer entre deux. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir un peu ton avis sur ça. Alors, ce que disent les experts des psychotraumatismes, c'est qu'on peut être victime par ricochet. Donc, quand on est proche des victimes et ou des agresseurs, bien sûr, on ne l'a pas forcément subi dans notre corps, mais ce n'est pas grave, c'est pas petit. C'est une déflagration dans tous les cas, et donc on a un mécanisme de protection qui s'appelle le déni, qui nous fait dire ah non, c'est pas possible, et moi-même je l'ai déjà dit, ah non, purée, pas lui, je l'aimais bien. On a besoin de croire en l'être humain, homme ou femme, et de se dire, et en vrai, on le sait, c'est une minorité bruyante, les personnes violentes. La majorité des êtres humains sont tranquilles dans leur basket, n'ont pas besoin de prendre le pouvoir sur l'autre pour se sentir bien. Qu'est-ce qui se passe chez une personne agresseur ? C'est j'avais un collègue sage-femme qui expliquait ça aux femmes victimes de violences conjugales, qui disait, les conjoints violents, ils se sentent tellement petits et minables, ils ont tellement des frustrations, des échecs, qu'ils prennent leur compagne pour une marche d'escalier, pour se hisser un peu plus haut et se sentir moins nuls. Mais ça fait très mal d'être une marche d'escalier, ça abîme. Et personne n'a à subir ça. Et donc pour les alliés, et c'est vraiment là où on a une responsabilité collective, c'est comment on fait pour prendre parti contre la violence, donc contre la domination, à la fois au quotidien, c'est-à-dire, c'est pas pour... Moi, parfois, on me dit « Ah, mais toi, t'as plus d'humour à cause de ton travail », sans tomber dans l'ayatollah, etc. En fait, les blagues sexistes, les blagues racistes, les blagues... homophobes, enfin voilà, validistes, etc. Ça entérine un système de croyances qui justifie les violences. Les agresseurs, ils se permettent de commettre ces agressions parce que c'est un peu OK quand même de se foutre de la gueule du
là à côté. Enfin, vous voyez, et donc tout ce qui va entériner un système de domination est à risque pour certaines personnes très dysfonctionnantes qui se disent c'est ok, j'ai le droit, on me donne le feu vert. Donc déjà ça c'est intéressant. Comment on peut faire pour rire sans être tout ça? Ça demande vraiment de la créativité parce que parfois toute notre jeunesse on a, et puis même entre nous on s'est vanné avec des blagues comme ça, on se dit ouais mais non mais nous on se connaît. Donc ça, voilà. Et après, pour les alliés, en fait, s'accorder le fait que c'est aussi normal d'avoir un mécanisme de protection qui est le déni. Et juste se rappeler que personne n'a d'intérêt à raconter qu'il a été victime de viol alors que c'est faux. Enfin, je veux dire, souvenons-nous collectivement les quelques fois où on n'a pas réussi à ne pas se faire marcher sur les pieds. C'est pas hyper agréable, c'est pas glorieux. On se dit ah ouais non mais là la personne elle m'a vraiment pas respectée et j'ai été soufflée, sidérée, j'ai pas su répondre. C'est pas quelque chose qu'on a envie de crier sur les toits. On a envie de plutôt dire à quel moment on a été forte, à quel moment on a pu dire stop. Et donc imaginons-nous si en plus on a vécu des violences très effractantes pour notre intégrité, notre dignité. À quel moment ça va nous glorifier de raconter ça? Enfin, donc ça, je pense que c'est important de remettre de la rationalité. On parle d'actes qui sont des délits ou des crimes, qui impactent l'intimité de la personne, qui est une déflagration dans sa vie. Elle ne va pas aller s'amuser. Alors on peut dire oui, mais c'est pour ruiner la carrière de l'autre. Lui aussi, du coup, ça l'irait. Enfin, voilà. Et puis l'autre chose qu'on disait, c'est que c'est très difficile dans le milieu de l'art parce que plein de fois, on adore le travail d'un artiste. Et on se dit, ah mais en fait... on est obligé de choisir entre son art et prendre position contre la violence. Et du coup, il y a un phénomène très fort dans les violences, c'est l'inversion des responsabilités. On met les victimes à la place de responsables de ce qu'elles ont subi et des conséquences que ça va avoir sur la vie et la carrière de l'agresseur. Et donc, remettre le monde à l'endroit, ça serait de dire, cette personne qui a par ailleurs des talents artistiques incontestables, qui a même eu parfois une influence majeure dans notre culture qu'on aime tant, et elle est vraiment... Elle, entre guillemets, j'arrive pas à le dire poliment, elle fait vraiment chier, parce qu'en plus d'avoir brisé la vie de certaines personnes temporairement, parce qu'on peut toujours guérir de ce qu'on a subi, elle nous prive, nous, du bonheur de savourer son travail artistique. Mais c'est pas de la faute des victimes si on doit ne plus, si on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste ou la femme de l'artiste, c'est à cause de lui. Vous voyez, parce qu'on a trop entendu dire ouais, mais là c'est pour briser sa carrière. Si sa carrière à lui ou elle est brisée, c'est parce qu'il n'a pas pu respecter les limites de l'humanité. Il s'est comporté de façon dominante, et en fait c'est lui qui nous contraint à devoir, l'exclure en fait, l'exclure jusqu'à ce que on n'ait jamais résumé à ce qu'on a fait à une époque. Mais jusqu'à ce qu'il fasse vraiment un travail sur lui. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne qu'il a un problème. Souvent, beaucoup de femmes qu'on accompagne disent « Est-ce que vous pensez qu'il peut changer mon conjoint violent ?» Et je dis encore heureux que l'être humain peut cheminer, mais pour ça, il y a besoin de prérogatives, c'est qu'il soit conscient qu'il a un problème et qu'il est responsable de ses actes. À partir du moment où il dit que c'était pas si grave et que c'est de votre faute parce que vous avez été pas sexy ou que vous avez fait trop griller les lasagnes, qu'il vous a humilié ou frappé, tant qu'il ne reconnaît pas sa propre responsabilité dans ses actes, il n'y a pas de magie, il ne va pas changer par enchantement, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, fort, mais moi de toute façon des questions, j'en ai en pagaille parce que... Non mais en tout cas, vraiment moi je trouve que c'est un sujet qui est hyper important dans le milieu. Après tout à l'heure, j'ai utilisé des termes, c'est peut-être pas les bons, mais vu que le milieu de la danse, c'est un milieu qui est pas... On veut pas de cadre, mais il en faut. Mais le fait de ne pas avoir de cadre, ça laisse aussi beaucoup de liberté à certaines personnes sans même qu'on le voit. Et ne serait-ce que par exemple dans les cours de danse, il y a ce rapport d'autorité et en fait, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi, entre guillemets. C'est des cours, des fois, c'est même pas dans des écoles en plus, ça peut être dans des centres sociaux, ça peut être... En fait, ça se fait partout, même dehors, on peut même donner un cours. C'est aussi la richesse de notre milieu, mais ça peut aussi amener d'autres problématiques. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet, pour moi en tout cas, que j'aurais voulu entendre dès le départ. Et même, je pense qu'aujourd'hui, entre un homme et une femme, je pense que les réactions ne sont pas les mêmes aussi parce que l'homme est souvent dans la retenue. J'ai pas envie d'en parler parce que mon image, et surtout dans un milieu hip-hop qui est quand même à majorité masculine, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même changé, mais je pense que dans les valeurs, dans la manière d'être, il y a quand même ce petit penchant-là. Donc, je pense que c'est hyper important, aussi bien pour une personne qui veut donner des cours, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain non plus, et aussi bien pour une personne qui en prend ou d'autres personnes dans le milieu. Mais je pense que de toute façon, il y a plein d'autres personnes qui ont des questions aussi. Ouais. Et on pourra lancer, en tout cas, les questions-réponses avec tout le monde et avec tous les autres intervenants. Que Merci beaucoup, Mathilde, ici. Pour ton témoignage. Peut-être, il nous reste très peu de temps. Venez.
Peut-être s'il y a des questions dans la salle pour terminer cette... mais peut-être je propose... Alors on va prendre ici. Je vois une ici aussi. Mais peut-être Sandrine, la première question que tu voulais poser aussi, parce que avant de lancer la salle. Oui, si on a le temps. Si on a... Non, par rapport à tout ce qu'on entendait et tous les partages qui ont été faits, je pense que c'est dire que, tout simplement, j'avais très à cœur d'entendre Philippa une seconde fois sur la thématique globale, en fait, parce que toi, tu as accompagné des danseurs et tu as vu des choses spécifiques, tu as porté aussi, évidemment, tout le monde est unique, mais tu as peut-être aussi, de l'extérieur, porté un regard spécifique sur l'accompagnement, quelque chose qui revenait. Je sais que tu me disais qu'en écoutant certaines discussions, en découvrant le milieu, il y a des choses qui sont là, qui sont assez flagrantes, et nous, en étant dedans, on ne va pas forcément capter ça tout de suite. Ouais, et c'est aussi complété par ce que je viens d'entendre. Aujourd'hui, moi, je me suis fait la réflexion, donc en étant complètement extérieure et en accompagnant des périodes dans la vie de gens où il y avait des questionnements, des fragilités. J'ai le sentiment que dans le milieu, comme vous l'appelez, il y a des codes, il y a des enjeux, il y a des règles du jeu. Il y a des enjeux de performance, on a envie d'y arriver. Les artistes, leur création est mise à rude épreuve. Monter un spectacle, c'est difficile. Faire exister votre art, c'est difficile. Et tout ça dans un espace dans lequel il y a des codes. Et du coup, c'est difficile de se retrouver fragile à un moment donné et d'oser s'en rendre compte, de voir les signaux. Il y a beaucoup il y a eu des témoignages. Donc c'est peut-être un premier message, c'est oser, au-delà de tous les enjeux de ce milieu qui ne nous définit pas, qui ne nous résume pas. Si à un moment donné on est fragile, le voir les signaux, aller chercher de l'aide, et surtout avoir la conviction que ça remet pas en cause le danseur ou l'artiste qu'on est, et qu'on peut traverser une période difficile, à un moment donné avoir besoin de soutien et d'aide, et revenir et créer, et que cette fragilité, ça va aussi, il y a eu des témoignages de ça, être un levier de transformation, de résilience qui va venir nourrir aussi notre manière de faire de l'art. Et c'est vrai que c'est toujours dur quand ça me fait penser, j'ai quand même envie de dire que y a plein de très très grands artistes qui sont fragiles psychiquement, qui souffrent de troubles psychiques. Lady Gaga, Selena Gomez, elles ont témoigné dans des documentaires. Des grands sportifs, Simone Biles, qui pendant les JO a dit qu'elle avait mis un peu sa carrière entre parenthèses pour des problèmes de santé mentale. Donc il n'y a pas c'est pas antinomique à un moment donné d'être fragile psychiquement, de se retrouver en difficulté et d'être un bel artiste. Et au contraire, moi, en tout cas, celles que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, j'avais vraiment le sentiment que leur force, c'était à un moment donné de se rendre compte de cette fragilité, de se rendre compte qu'elles pouvaient continuer à créer, et que, comment cette fragilité les a aidées à devenir plus elles-mêmes, à oser qui elles sont, et à oser du coup s'entourer des bonnes personnes. C'est ça que j'ai pu observer. Merci beaucoup, Philippa. On pourra en parler des heures. Il y avait deux questions, parce qu'on a très très peu de temps. Alors, il y avait juste ici et madame derrière. Allez-y. Alors, c'était pas vraiment une question, mais déjà, merci pour cet événement. C'est rare qu'on parle quand même de santé mentale, encore plus dans le milieu du hip-hop. C'est exactement ce que vous venez de dire, et je voulais justement le relever, que dans la culture hip-hop, on grandit quand même un peu avec on n'est pas là pour souffrir, on va pas montrer qu'on souffre, on est fort, Mufasa, je suis forte, les battles, tout ça, c'est clairement cette ambiance-là. J'ai eu un parcours de danseuse aussi, et là j'ai fait une reconversion en psychomotricité. La psychomotricité, je sais pas s'il y en a peut-être qui se posent des questions là-dessus, c'est un métier du paramédical, et c'est vraiment le côté psychologique, psychique et moteur. Donc c'est vraiment le lien corps-esprit. Et c'est exactement ce vers quoi je voudrais me diriger si vous cherchez des stagiaires. Mais je trouve que aujourd'hui c'est bien qu'il y ait cette évolution-là où on prend en considération un peu plus la santé mentale, qu'on soit dans la pathologie ou pas forcément. Mais il y avait ça que je voulais dire. En fait, c'était juste ça. Merci en tout cas, vraiment merci. Juste derrière, il y avait madame. Et ensuite, en bas, là-bas.
Madame, juste derrière vous, là, oui, voilà. Bonjour, vous m'entendez? D'accord. En fait, j'ai été victime de violences et le problème, c'est que mon cerveau s'est complètement déconnecté pendant un long moment. Et quand j'ai su ça, ça m'a pris 3 ans avant de le comprendre et d'avoir un mot dessus qui était l'amnésie post-traumatique. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai été à chaque battle, à chaque événement que je faisais, crise d'angoisse. Dès que je le croisais, crise d'angoisse. C'était un... Comment on dit ça? C'était quelque chose de très confus, de très difficile à vivre. Et quand j'en parlais, c'était soit « Oh mais non, il n'est pas comme ça, tu peux détruire sa carrière » ou c'était je comprends, mais faut pas trop en parler. J'étais en mode... vous savez que je suis quand même une fille très fragile. Et avec une telle sensibilité, une sensibilité, je vois un chat dans la rue, je suis capable de pleurer. Hein, je suis comme ça. Et je comprends pas quand les gens disent que l'amnésie post-traumatique n'existe pas, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui me trouble parce que ça existe. Et mon seul problème, c'est que je n'arrive pas à vraiment l'expliquer. Le seul exemple que j'ai, c'est pas vraiment un exemple, mais quand je dis que j'étais dans le déni, je dis, par exemple, c'est comme un déni de grossesse, on ne sait pas qu'on est enceinte. Et quand j'explique ça, ils sont en mode, ah, ok, mais je comprends pas forcément encore. Et c'était ça un peu ma question, je sais pas si vous avez compris. Peut-être Mathilde, tu voulais réagir? Alors déjà, être très connecté à sa sensibilité, c'est pas forcément être fragile. Et quand on subit des violences, on est fragilisé par les violences, mais en fait, on est très résistante. Il y a des personnes qui disent qu'on est survivante des violences. Et que c'est une autre façon de se définir que de dire victime de violence. Victime de violence, souvent, c'est nous, les professionnels, qui disons ça. Mais les femmes qu'on accompagne, elles disent moi, je me vois plutôt comme une survivante de ce que j'ai subi. Donc voilà, c'est tout à fait temporaire, cette fragilisation. Si je subis un accident de la route, je vais avoir des fractures, je vais être fragilisée, mais je ne suis pas une étiquette fragile pour tout le reste de mes jours. Donc ça me paraît important de comment on en parle, et être très connecté à sa sensibilité pour une artiste, c'est un cadeau. Alors bien sûr, dans une société comme la nôtre où tout va vite, où il faut être au taquet, ça peut être vu comme une faille, mais en fait, tout dépend du point de vue. Et alors oui, l'amnésie traumatique, ça existe, c'est un mécanisme de protection. Et donc effectivement, là, est-ce que la question c'est, est-ce qu'il y aurait des outils de vulgarisation de cette mémoire traumatique pour expliquer à vos proches, à votre entourage, que ce n'est pas une invention de votre part, mais que c'est une réalité? Alors, il y a une série qui en parle très bien, mais je suis désolée, là, le nom ne me revient pas. Donc si dans la salle, vous voyez de quoi je parle, je suis preneuse. Et sinon, il y a des outils d'éducation psychologique, ça s'appelle la psychoéducation, par le Centre national recherche et résilience. Donc c'est le CN2R, qui a une petite chaîne YouTube où il y a des petites vidéos de 3-4 minutes qui expliquent ce que c'est le psychotraumatisme et toutes les conséquences que ça peut avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, les addictions, les scarifications, les tentatives de suicide et l'amnésie traumatique. Donc voilà. Et donc quand vous disiez s'entourer de bonnes personnes, voilà, je souhaite à toute personne qui a été effractée par des violences qu'elle soit accompagnée par des personnes compétentes, qui connaissent le sujet, qui vont prendre au sérieux, qui vont aider à mettre des mots, à mettre de la légitimité sur les symptômes, de pourquoi on a les symptômes. Il y a un livre magnifique qui s'appelle « Le trauma, comment s'en sortir ?» qui explique tout ça. C'est 2 psychiatres qui l'ont écrit. Nous, on le met en salle d'attente à la Maison des Femmes pour que les femmes puissent aller à la page crise d'angoisse, à la page scarification. Enfin, il n'y a pas besoin de lire de la page 0 à 200. On va à ce qui nous intéresse. Et donc voilà, c'est des petits outils. Et on aura une dernière intervention. On a très peu de temps parce que le programme est chargé. Vas-y Sandrine, tu voulais réagir? Juste hyper rapidement pour rebondir sur c'est important d'être bien accompagné. Je fais un petit warning qui est en même temps un coup de gueule. C'est que dans le milieu de la danse, en tout cas, quand moi j'étais à fond, dans la danse j'y suis toujours, mais je veux dire dans le milieu hip-hop, il y a des numéros de téléphone de praticiens, de thérapeutes, de guérisseurs qui sont dangereux. Donc prémunissez-vous des potes qui vous disent d'aller là ou là ou là ou là ou là parce qu'il est génial et qu'il a une sensibilité de fou et qu'il est un peu perché.
ça peut être très dangereux parce que du coup, quand on est danseur, quand on est aussi en fragilité et qu'en plus on est exposé, il y a des dangers sur le plan aussi spirituel. Et il y a beaucoup de chamano, guérissos, mythos qui existent. Et du coup, je veux juste pousser un petit coup de gueule sur ça en disant faites gaffe et assurez-vous des avis et des personnes qui aient quand même du bagage et qui connaissent leur métier. Ouais. Juste, il y avait au premier rang Emmanuel qui voulait prendre la parole. Après, il faudra arrêter parce que le programme est assez chargé. Danseur. Allez-y. Parce que... Je vais essayer d'être très bref et ouais, merci. Il faut qu'on termine après. Et merci pour ton témoignage. Moi, la question que je me pose du coup, parce que je voulais rebondir là-dessus, à ce moment-là, comment on fait en fait? Parce que, ok, la personne est là, les deux personnes sont là, il y a une personne qui ne peut pas supporter que la deuxième est là parce qu'elle a fait quelque chose d'assez traumatisant. Est-ce que ça veut dire que c'est à la personne qui a été victime de partir en fait? Comment on fait pour gérer ça en fait? Parce que moi, c'est vraiment la question que je me pose. Comment on gère ça au final? Peut-être Emmanuel, elle voulait partager ça. Alors je dis Emmanuel parce que c'est la directrice du Théâtre l'Aragon. Oui, bonjour. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux juste vous dire, et c'était aussi pour réagir à ce que disait Djidaoui, c'est qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis le 3 août 2018, il y a un texte qui vous protège juridiquement, pénalement pour les violences sexistes et sexuelles. Il faut quand même, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire j'ai fait avec ce que je connaissais, ce que je savais, avec mon bon sens, avec mes valeurs. Mais sachez que vous avez maintenant, ça a quand même au moins, il y a un progrès, c'est qu'il y a un texte qui encadre ces comportements. Et par rapport à ce que tu disais aussi, Sandrine, de s'adresser à n'importe qui, il faut partir aussi des choses rationnelles qui sont des vrais supports. Donc effectivement, là, on a abordé la dimension, je vais pas développer, mais franchement, même... Nous, on a des spécialistes. Par exemple, nous, on est à théâtre. Dans notre équipe, il y a 2 personnes qui sont chargées de ça. Ce sont des protocoles très précis. Si des danseurs entre eux, enfin bon, bref, il y a plein de choses. Il y a tout un protocole à suivre. Et c'est un soutien au-delà des approches, évidemment, de dimension plus psychologique, psychiatrique, etc., que vous avez apporté. C'est hyper important. C'est hyper important. Vous avez une responsabilité en tant que danseur, chorégraphe, etc., d'appliquer ces textes et de faire appliquer ces textes dans vos équipes artistiques, etc. On a quand même quelques supports, on a quand même gagné quelques batailles à cet endroit-là, et c'est important de s'en servir. Et après, juste une chose qui est plus personnelle, je ne sais pas trop comment je vais arriver à le dire, mais bon, je pense que nous, à l'équipe du théâtre, on a été avec Sandrine avant, pendant, et aujourd'hui, et je reviens au Each One, Teach One, donc peut-être qu'au moment, avant, pendant, c'était nous qui étions là à tenir la main, et aujourd'hui, quand je vois ce qu'on fait ensemble, je dis c'est vous qui, là, c'est le retour de tout ça, et je suis émue et émerveillée. Merci. Vas-y, réponse 30 secondes. Comment on fait? On écoute la personne qui raconte les violences qu'elle a subies, on l'écoute vraiment, c'est-à-dire en disant pas oui mais je te conseille que, on essaye de reformuler ces phrases, on essaye de l'aider à poser des mots sur ses émotions. Est-ce que j'ai bien compris? Ce que tu m'as dit c'est que blablabla, donc on reformule. Et après on lui dit qu'est-ce que tu veux toi? Et si elle dit je sais pas, eh ben on appelle le 3919 par exemple, qui est un numéro d'experte sur la question, parce qu'on peut pas être fort partout, on peut pas être expert partout, mais par contre on peut demander de l'aide aux gens qui savent faire. La première chose, on écoute la personne victime, on lui demande ce qu'elle veut. J'espère que ça vous donne une piste. Parfait. On va devoir clôturer, donc ouais. Très très rapidement, il y a Djidaoui qui voulait faire un partage. Et en tout cas, moi, juste vous dire un immense merci. Et aussi que je m'engage sur mon site internet à essayer de partager toutes les ressources que j'irai piocher partout là, parce que du coup, je pense que je sentais que ça allait être le premier pas d'une longue série et qu'il y a vraiment besoin de parler plus, de parler ensemble. Et là, donc, en 1h30, c'était hyper complexe. Mais voilà, je voulais juste vous remercier pour votre écoute et pour le cœur que vous mettez aussi, qui nous permet de faire tout ça. Bon, c'est pas forcément une réponse à la dernière question, mais c'était aussi justement par rapport à ce qui a été dit au niveau justement je dirais plus du milieu, l'aspect scène, théâtre, parce qu'en fait, selon le milieu dans lequel on se lance un petit peu dans la danse hip-hop, tout n'est pas au même niveau. En fait, dans le milieu des battles, chaque week-end est un nouveau battle, chaque week-end est une nouvelle organisation. Et en tout cas, moi, c'est un message que je lance, que ce soit aux danseurs ou à des organisateurs, s'il y en a ici, c'est d'essayer d'uniformiser ce genre de choses. C'est-à-dire d'aller piocher des bonnes choses dans les autres domaines pour les ramener dans le sien.
Par exemple, dans les battles, depuis quelques années, maintenant, il y a des kinés. On aurait dû en avoir depuis 20 ans. Aujourd'hui, je marche comme ça. On aurait dû depuis très longtemps en avoir. Mais il y a de l'évolution. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est bien d'aller piocher chez les autres. Et il devrait aussi y en avoir justement dans les battles. Et franchement, c'est un petit message que je lance comme ça, parce que ça pourrait être une bonne solution aussi. Ouais. Et on va continuer. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci pour votre présence. Merci Philippa, Sandrine, Jidaoui, Daphné, Mathilde. Each one, teach one.